Aujourd'hui, nous sommes à Balma, près de Toulouse, où on va rencontrer Gwenaël Merliot, fondateur de l'Opticien qui bouge. Gwenaël Merliot, la plus belle moustache de l'optique. Suivez-moi, on va passer un très bon moment. Bonjour Gwenaël. Bonjour Maxime. Merci de nous recevoir ici à Balma, près de Toulouse. Tout à fait. Dans les bureaux de l'Opticien qui bouge. L'idée, c'est d'avoir ton ressenti sur le marché de l'optique aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par toi, ton parcours, ton entreprise, si tu peux te présenter en quelques mots. Je m'appelle Gwenaël Merliot, je suis opticien depuis 20 ans maintenant. J'ai travaillé exclusivement en magasin chez Afflelou, au premier sur Paris, sur la région toulousaine. Et il y a 10 ans, j'ai créé l'Opticien qui bouge, parce que déjà à l'époque, je me rendais compte qu'il y avait vraiment un manque au niveau de l'activité pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite. Et donc ça fait 10 ans que je développe l'enseigne, et maintenant que j'ai créé un réseau avec 50 opticiens partenaires. Il y en a 20 qui arrivent à la fin de l'été, donc c'est parfait. Déjà, bravo. Il y a 10 ans, les gens faisaient du domicile, en tout cas les opticiens que moi je connais, ils faisaient du domicile comme ça, en plus de leur activité pour dépanner, mais c'était pas vraiment une activité à part entière. Non. Pendant le road trip, on en rencontre 3. Vous êtes arrivés tous en même temps ou c'est quoi la chronologie? Moi j'ai commencé, grosso modo, j'étais le seul à faire ça en 2013, à développer une activité exclusive de domicile. En 2015, il y a les premiers concurrents qui sont arrivés, 2016 ou 2017 pour les suivants, et maintenant c'est vrai qu'on est 3 enseignes à se développer un peu plus, et je suis le pionnier. Bah oui, mais c'est bien de le dire, parce qu'on peut dire que tu as officialisé le marché du domicile sur le marché français. C'est ça l'idée. En fait. Ah ouais, complètement. Okay. Ouais. Tu as eu ton diplôme en quelle année? 2003. Ok, et dans quelle école? ISO Paris. Comment se porte l'activité en ce moment? Impeccable. En fait, on a évolué depuis 2015-2016 où j'ai commencé à développer le réseau. On évolue au niveau du recrutement, du développement de l'activité pure sur chaque zone où on est implanté. On a évolué petit à petit. Vraiment, ça a été une évolution exponentielle, mais logique. Et cohérente. Et là, on a voulu vraiment, pour les 10 ans, accélérer le développement parce qu'on a une méthode qui fonctionne, on a une approche qui est attendue par les clients et par les opticiens. Et là, on vient de finaliser une levée de fonds d'1,5 million d'euros qui nous permet de déménager les locaux pour accueillir du staff, des salariés, des animateurs de réseau sur le terrain, et avec un objectif, dans 2 ans et demi, d'avoir 300 opticiens sur le réseau. Qui sont les personnes qui investissent en fait? C'est des actionnaires, mais c'est surtout des actionnaires qui ont envie de participer à l'évolution d'une jeune entreprise qui essaye, alors pas de révolutionner parce que j'aime pas ce terme, mais de faire changer un peu les choses. Et moi, ce qui m'intéresse sur ces actionnaires, c'est qu'ils participent surtout à la vie de l'entreprise. C'est que des personnes qui n'ont rien à voir avec l'optique et qui vont m'apporter une vision, un recul sur le marché de l'optique et une vision, une approche différente des choses. Et c'est hyper important, je pense, pour développer une entreprise. On n'est pas tout seul, il faut bien s'entourer. Tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne pour un opticien qui bosse chez toi? Est-ce qu'ils sont salariés? Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce que tu as les deux? Enfin, c'est quoi le modèle économique de l'opticien qui bouge en fait? Il y a deux contrats différents. Un contrat qui est historique, parce que c'était le premier contrat qui avait été mis en place, c'est un contrat de concessionnaire, donc très proche du contrat de franchisé, où ils sont totalement indépendants financièrement, structurellement, ils sont indépendants. Et on a, depuis 2018, créé un deuxième contrat, qui est un contrat d'agent commercial, qui va permettre à l'opticien de ne pas investir, c'est nous qui investissons avec eux. Et il se développe en vue de devenir concessionnaire. Ok, c'est comme une période d'essai pour lui. C'est même pas une période d'essai, c'est une période pour rassurer. On est sur une activité qui reste nouvelle, même si moi ça fait 10 ans que je la pratique, elle reste nouvelle, les opticiens se posent des questions, comment on va développer l'activité, comment on va faire. Et justement, à l'école, on n'est pas préparé à ça. À l'école, on est préparé plus à faire une jolie vitrine et à bien accueillir le client et bien s'en occuper. Mais là, il faut aller vers le client. Le stock de montures, tu bosses avec des marques comme tous les magasins traditionnels. C'est ça, t'as pas de marque à toi? On en a créé une, on a fait une seule collection, et là, on en lance une deuxième en septembre pour nos opticiens. T'as quelqu'un qui design les produits? Oui, là, on a travaillé ensemble, enfin avec toute une partie de l'équipe, et surtout, on va lancer un concept de monture qui n'existe pas. Génial. On en saura plus quand? Septembre. Au Silmo? Ouais. Tu as un stand aussi? Oui. Donc le stock de montures, l'opticien, il a des marmottes? Ouais. Voilà, donc on va retrouver toutes les collections qu'on va retrouver habituellement. Et ça, c'est des montures que toi, tu leur donnes, c'est comme une sorte de... comme un représentant en fait, c'est ça. Ils ont un package. Alors les concessionnaires, forcément, ils choisissent leur collection. Les agents, ils peuvent choisir sur une marque leur modèle. C'est Nadège qui gère tout ça, elle gère le stock de tous les opticiens. Donc c'est un gros boulot pour gérer les nouveautés,
bien les relancer, sachant que chaque opticien a minimum 300 montures, mais pas forcément beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas non plus se déplacer avec 1500 montures, donc il faut que ça soit un stock qui tourne, parce qu'autrement ça ne fonctionne pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'opticien, tout comme un franchisé ou un indépendant, il choisit un peu son stock. Tu bien sûr. Mais ça, je savais même pas. Ah oui, il faut, parce que justement, comme on n'a pas un stock énorme de par la place que ça prend, il faut que les montures plaisent, et donc il faut qu'ils aient choisi. Excellent. Pour dézoomer un petit peu, aujourd'hui, quelle est ta vision du marché de l'optique? Si tu devais expliquer à un jeune qui va faire un BTS, l'optique c'est bien parce que ça, ou c'est vrai que ça c'est chiant ce côté-là. Comment tu verrais les positifs et négatifs? Alors le positif, ça a toujours été pour moi, c'est un métier hyper complet. Il a le commercial, le manuel, la technique, et c'est ce qui m'a fait choisir ce métier-là. Moi j'ai personne dans ma famille qui est opticien, je portais des lunettes, j'ai découvert ça vraiment par hasard. Ça a été une révélation quand j'avais 10 ans, donc ça a été top. Donc ça je garderai le même avantage, parce que c'est toujours pareil, le métier on a toujours cette approche qui est très intéressante. Par contre le point négatif, et ça on le retrouve vraiment chez tous les opticiens qui nous rejoignent, c'est le travail en magasin, notamment par rapport aux mutuelles. Cette relation qu'il y a au forfait mutuel, ça met pas en avant notre travail, notre rôle de service, et pour avoir travaillé longtemps dans les centres commerciaux, ça mettait pas en valeur notre métier. Les clients cherchaient souvent un prix, un reste à charge, et bon, c'est le côté vraiment négatif de tout ça. D'ailleurs, quelle est ta vision sur les réseaux de soins? Nous on travaille avec aucun réseau de soins. Aucun de tes agents? Aucun. Ok, mais est-ce que tu fais le tiers payant? Oui. Okay. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de réseau fermé. Exactement. Okay. Alors nous, c'est pas une directive de l'enseigne, ils sont tous libres dans leurs décisions. Par contre, en fait, on se rend compte qu'ils ont tous le même avis que moi, donc, ou en tout cas que nous au siège, donc ça colle tout à fait. Est-ce que actuellement, dans ton activité de chef d'entreprise de l'opticien qui bouge, tu rencontres des difficultés? Oui, en tant que chef d'entreprise, on en a toujours. La principale pour nous, et qui en devient une force, mais c'est le recrutement. Ça, je pense que tu t'en discutes avec tous les opticiens, c'est la même problématique partout. Nous, on a cette chance d'avoir un contrat et une approche des choses qui est un peu différente. Donc on arrive à toucher quand même beaucoup d'opticiens au quotidien. On a, alors je vais sans doute dire des bêtises, mais on a des périodes où on a entre 5 et 10 CV par jour d'opticiens. Alors beaucoup qui se posent des questions sur l'activité, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut proposer. Mais en tout cas, notre approche attire les opticiens. Et ça, on en a fait une force en fait. C'est une difficulté, mais au final, on a quand même un vivier qui est intéressant. Après, bon, faut les convertir en opticiens du réseau, mais c'est la plus grosse des difficultés. Après, le métier, il est intéressant. Justement, le fait de travailler comme on travaille, d'aller au domicile, d'aller rencontrer nos clients chez eux, dans leur environnement, ça valorise notre activité. Par rapport à ce qu'on a vécu en magasin et ce que j'ai vécu en magasin, on est vraiment plus valorisé. Bien sûr. Et est-ce que tu estimes que tes partenaires font le même métier que les collaborateurs d'un magasin à Flelou, par exemple, avec Flelou? Oui, alors la finalité, elle est la même. Par contre, l'approche est tellement différente que quand on les a en formation, on leur explique qu'ils vont faire un autre métier, un nouveau métier. Alors le fond, la base, la technique est identique, mais c'est vrai que l'approche et la relation au client est complètement différente. Et ça, c'est valorisant, et nous, notre objectif, c'est qu'ils s'épanouissent dans cette activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais qu'ils s'épanouissent avec nous dans l'activité, et en général, ils y trouvent rapidement leur compte, parce qu'on a beaucoup d'opticiens qui ont aimé leur métier, qui en ont été dégoûtés pour plein de raisons. Et aujourd'hui, ils redécouvrent leur métier d'une manière complètement différente, avec une autre approche, et là, ils s'épanouissent, ils s'éclatent. Je te pose la question de la difficulté, parce que même si tu as 15 CV, si tu as des mecs qui ne savent pas discuter, ou qui ne savent pas mettre en confiance, toi, tu peux ne pas les prendre. On peut. C'est comme un recrutement classique. Bien sûr, oui. Après, on arrive à les sentir, ils ont 2-3 entretiens avant de valider une postulation. Et ce qu'on a intégré depuis la deux promos de recrutement, c'est qu'on fait intervenir un coach en prise de parole. Enfin, c'est de la timidité souvent qui revient, on ne sait pas comment présenter les choses, et ce coach permet justement aux opticiens de prendre conscience que ils savent ce qu'ils font, ils savent l'expliquer, ils savent comment mettre en place les choses, et il est juste là, pas pour leur apprendre grand chose, mais surtout à leur apprendre comment ils sont et qui ils sont. Et c'est génial. Un opticien partenaire chez toi, en moyenne, il peut espérer gagner combien à peu près? L'activité a bien repris, on a pas mal d'opticiens qui gagnent plus de 3 500 € par mois. Après, c'est pas tous, faut être honnête, c'est pas tous, hein, mais il y en a quand même pas mal. Est-ce que ces dernières années, tu vas me répondre oui, je fais que ça, mais tu as mis quelque chose en place d'innovant que tu pourrais partager avec d'autres opticiens? Obligatoirement, avec notre approche, voilà, on fait toujours des choses nouvelles, et notre objectif, c'est toujours d'avoir un petit temps d'avance par rapport au secteur du domicile, puisqu'il y a quand même des concurrents enseignes, des concurrents individuels qui se lancent aussi. Le but, c'est vraiment de gagner ce temps d'avance. Donc oui, dans notre approche, on propose beaucoup d'animations en EHPAD.
mais des animations qui sont très très complètes pour les patients, pour les équipes. On fait des animations aussi en entreprise sur des thèmes différents, sur comment se comporter face aux écrans. Donc il y a beaucoup d'ergonomie, de yoga visuel. Ça a très bien marché avec le Covid. En fait, on fait beaucoup de choses en plus qui nous permettent de communiquer. Donc c'est plein d'animations qu'on fait gratuitement, mais ça nous permet de rencontrer personne, d'expliquer ce qu'on fait. Oui. On est opticien, on fait du domicile. Et ça, c'est une approche qui est super intéressante. Et moi, j'appelle ça, et je pense qu'on est de la même génération, tu vas connaître la méthode Jean-Claude Convenant, de mettre la chaussure dans la porte. Ça, c'est pas notre trip. Ouais. Et je veux absolument m'éloigner de ça parce que c'est gonflant. On fait quand même du domicile, c'est quand même particulier. Il faut que les gens soient à l'aise et il faut qu'ils nous connaissent. Donc le fait d'aller vers les gens, de leur proposer de l'animation gratuite, de prendre du temps pour eux, c'est vrai que ça a tout changé dans notre manière de développer l'activité. Ok, est-ce que tu as un avis sur la formation? Je pense que la formation, il faut qu'elle évolue parce que le métier évolue aussi. Le domicile, c'est bien de leur en parler. Alors, il y a nos confrères qui font aussi beaucoup d'interventions à l'ISO par exemple sur le domicile et c'est bien parce qu'on voit que les jeunes connaissent, savent ce que c'est. Je pense qu'il faut quand même un peu d'expérience en magasin pour faire du domicile pour être vraiment à l'aise. Après, au niveau de la formation, je pense qu'il y a ce qu'il faut. Je pense qu'il faudrait quand même aller un peu plus loin sur cette approche client, sur le service au client, pour essayer de repousser un petit peu le système dont on parlait, des mutuelles, et pas avoir que ça en tête. Peut-être aussi se remettre sur un niveau d'activité qui est plus cohérent. C'est pas parce qu'on sort d'un BTS qu'on va pouvoir de suite monter un magasin, qu'on va pouvoir de suite gagner 4 000 € ou 5 000 € par mois. Il faut aussi qu'on se repositionne par rapport au métier et aux besoins du métier. Mais ça, c'est pas le rôle de nos représentants de faire ça, plutôt que de la formation? Ça serait bien. La question d'après, c'est quel est ton avis sur les syndicats professionnels? Alors les syndicats, moi je les connaissais pas, j'ai jamais été et j'ai jamais eu d'informations sur les syndicats. Alors il se trouve que maintenant avec mes confrères, et c'est pour ça qu'en plus je parle pas de concurrents, mais on a créé le RODE, le regroupement des opticiens à domicile, pour avoir une voix sur l'optique à domicile, mais une voie qui soit structurée et juridiquement écoutable. Donc on apprend aussi à les connaître davantage et moi je suis secrétaire général du RODE, donc je m'y intéresse aussi beaucoup, ce que je ne faisais pas forcément avant. Mais je pense que comme tout le reste, et ça c'est un avis qui est naturel parce que je développe une activité qui est spécifique, mais il faut évoluer. Les syndicats, ils ont malheureusement une image pas très moderne. C'est le ressenti que j'en ai quand j'en parle aux opticiens du réseau, c'est pas très moderne. Donc il faut avancer, il faut évoluer, il ne faut pas rester sur des idées qu'on avait il y a 40 ans. Il faut que ça avance, il faut que ça évolue et le RODE est aussi là pour ça. On n'a pas, notre objectif c'est pas que 100% des opticiens soient des opticiens à domicile, c'est absolument pas ça, c'est juste de se dire il y a une population qui évolue, on l'a vu avec le Covid, il y a quand même un environnement qui évolue tout le temps, il faut s'adapter à ça, il faut en tenir compte et que les pouvoirs publics aussi en aient conscience et je pense qu'ils en ont conscience et en tout cas on est très écoutés. Ok, ça c'est bien de le dire. Donc si demain on crée un syndicat qui essaie de réunir tout le monde moderne, un ordre de l'optique, un truc qui dit tu fais le con dans un magasin, bien sûr. Tu perds ton finesse. Complètement. Tout 8 magasins dans la même rue, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? De calibrer un peu les choses pour qu'au niveau des clients, on ait aussi une voix dans notre regard. Mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué. Si demain, tu es nommé ministre de la Santé, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu peux réformer dans l'optique? Une seule mesure, la plus importante. Celle sur laquelle on milite beaucoup avec le RODE, c'est la téléexpertise. Déjà pour les déserts médicaux, pour aller vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Parce qu'aujourd'hui, on est confronté à ce problème-là. On se déplace pour aller vers nos clients, mais on a quand même des clients, si on va vers eux, c'est qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Donc ils n'ont pas pu aller voir un ophtalmo, ils n'ont pas pu... Et on marche un peu sur la tête quand on voit qu'il y a des personnes qui ne changent pas leurs lunettes parce qu'ils ne peuvent pas, on ne leur apporte pas de solution, alors qu'ils pourraient vivre quand même bien mieux avec des lunettes adaptées. Quand on voit le pourcentage de la population à partir d'un certain âge qui n'a pas des lunettes adaptées, c'est quand même problématique. Et dans un pays, on est quand même un pays moderne, c'est pas normal. Et je me rends pas du tout compte, c'est important ça? Après 60 ans, il y a un peu plus de 40% de la population qui n'a pas de lunettes adaptées. Ah bon? Ouais. On a fait une étude avec justement le RODE, on a fait faire une étude par l'Institut Sapiens, 2 études, qui l'a analysé ça, et c'est incroyable. Alors pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo dans la région, parce que les délais sont trop longs pour aller chez l'ophtalmo, parce qu'il faut aller trop loin, parce qu'il y a plein de raisons. Mais il y a au moins 40% de la population, après 60 ans, qui n'a pas de lunettes adaptées. Incroyable. Donc après, ça veut dire quoi? Ça entraîne des chutes, ça entraîne un isolement. Oui. Et donc ça coûte de l'argent. Bah oui, incroyable ce chiffre. Et nous, on l'a constaté en EHPAD. Une personne qui ne peut plus voir les photos de ses petits-enfants,
c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Alors que avec même une loupe, peu importe, mais il faut aller les voir ces personnes, il faut s'en occuper, il faut prendre le temps avec eux. Ok, j'entends. Il y a des zones sur lesquelles tu n'interviens pas en France aujourd'hui? Oui, alors nous en plus on travaille. Moi je veux pas être sur toute la France pour être sur toute la France. Okay. Moi je veux surtout que les opticiens soient épanouis dans ce qu'ils font, qu'ils aient des zones qui soient à taille humaine. Sur Toulouse par exemple, moi avant j'étais tout seul quand j'ai commencé, aujourd'hui ils sont 6 opticiens. Ouais. Parce qu'il y a du potentiel, parce qu'il y a un besoin, mais surtout ils ont des zones qu'ils vont pouvoir gérer tranquillement. Donc aujourd'hui on est implanté sur 26 départements, on va passer à 34, parce que sur un département on peut aller jusqu'à 10 personnes. C'est immense. On n'a pas de restriction, mais on ne va pas communiquer sur toute la France parce que c'est pas vrai. Et moi, je veux pas qu'un opticien fasse 300 km pour aller dans un EHPAD parce qu'on a communiqué qu'on allait sur toute la France. Ok, si un ami à toi te dit ouais mais Gwen, moi je veux acheter des lunettes chez toi, mais j'ai pas envie qu'ils viennent chez moi. C'est possible ça? Alors, on peut aller n'importe où. On peut venir au siège là parce qu'on a un petit showroom. Mais après oui, on peut tout imaginer. On peut même louer une salle, on peut même aller dans un coin d'un resto, d'un bar. Oui, il n'y a pas de. C'est bien. Le métier il évolue, les clients évoluent. Les clients ils ont besoin d'autres choses. Et justement pour redonner une image un peu différente, il faut leur apporter aussi autre chose. Et nous on avait lancé ça, on l'a testé, on va le continuer parce que c'était super sympa. On avait fait des apéros lunettes où en fait on avait un client qui était un peu fun et qui nous disait attends mais moi j'ai plein de copains, ils adorent le concept de l'opticien qui bouge. Je les fais tous venir. On s'est retrouvé chez ce monsieur qui avait une belle maison avec 9 personnes. Le soir, on est arrivé à 19h30, on avait ramené un peu plus de monture que d'habitude. Il avait organisé tout l'apéro, c'était super sympa, on a passé un super moment et on a fait 9 ordos, mais ils échangeaient entre eux, tiens, tu en penses quoi mais c'était génial. Mais c'est trop bien. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Alors pas comment t'aimerais l'avoir, mais comment tu vois le marché de l'optique dans 10 ans? Il aura évolué, obligatoirement. On ne pourra pas continuer à évoluer comme ça. Je me dis que dans 10 ans, peut-être que les syndicats auront changé et qu'on aura changé à ce niveau-là et peut-être que ça sera justement du changement en mieux. Il y a plein de choses qui doivent évoluer. Je pense que ça va bouger et ça sera positif. Mais tu as une idée d'un truc un changement majeur? Le domicile, obligatoirement, il va prendre sa place. Oui. Parce que... c'est déjà le cas. Oui, ça a pris la place, mais je pense que ça va prendre un peu plus. Alors c'est pareil, on ne va pas faire 50% des clients à domicile, mais je pense qu'il y aura vraiment un marché. Nous, on milite pour qu'il y ait une législation autour du domicile, justement pour que ce soit cadré, carré, et un peu comme les infirmiers libéraux. Les infirmiers en CHU, les infirmiers à domicile, ils n'ont pas du tout les mêmes possibilités de travailler. Et ça peut être intéressant de travailler sur des sujets comme cela. Et je pense que là, ça va être une belle évolution pour dans 10 ans. Est-ce que tu as une anecdote qui a marqué ta carrière? Un truc, tu te dis, un truc de fou, je me rappelle à toute ma vie. Bizarrement, depuis que je fais du domicile, j'en ai eu beaucoup, des cas comme ça. Et beaucoup plus que ce qui s'est passé en 10 ans de magasin. Parce que naturellement, on va tomber sur des cas un peu spécifiques. Alors, moi, celui qui me fait le plus rire et dont je parle souvent, c'est les clients qui m'accueillaient tout nu. Non. Si. Forcément, ça arrive pas au magasin. Mais par contre, dans les EHPAD, des trucs comme ça? Pas forcément dans les EHPAD, à domicile, Alors souvent des personnes âgées et ça les faisait rire, mais moi aussi ça me faisait sourire. Moi après je prends les choses hyper naturelles. Bien sûr. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et puis après, il y a aussi des cas où, pareil, pour lesquels je n'étais pas forcément préparé, mais des personnes très malades, avec des pathologies et des déformations du visage, où il a fallu fabriquer et créer une paire de lunettes pour leur fin de vie. Et pour s'adapter aux problématiques, donc des tumeurs sur le visage, donc pas évident. Ça, je m'y attendais pas. Et par contre, c'est là où, pour être honnête, c'est pas là où j'ai gagné de l'argent et je m'en foutais. Par contre, là, je servais à quelque chose. J'entends. Et j'ai été remercié encore par la fille d'un des clients qui est décédé il y a 5 ans, avec qui j'avais passé beaucoup de temps pour m'adapter sur les lunettes, et je l'ai recroisé il n'y a pas très longtemps et elle m'en a reparlé. Elle m'a dit vraiment encore merci parce que ça lui a permis de voir un peu ses enfants sur ses ça c'est gratifiant pour toi. Ouais. C'est valorisant pour ton métier vis-à-vis de la famille, etc. Et franchement, c'est cool. Est-ce que tu accompagnes tes partenaires à des chocs comme ça? Je leur en parle à chaque formation. En fait, on a un module de formation qui dure 2 jours de base. Et moi, j'interviens sur une bonne partie et justement pas pour leur parler métier, mais pour leur parler état d'esprit et ressenti. Et je leur explique en fait moi ce que j'ai fait depuis 10 ans. Il y a des choses qui sont naturelles. Alors ils me regardent souvent avec des grandes billes en disant ah bon, mais on peut organiser les choses comme ça, on peut faire ça, on peut tomber sur des clients comme ça. Et ben oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a pris ce coach de prise de parole. C'est un tout. Faut que vous soyez prêt armé à faire ce que vous allez faire aujourd'hui. Et encore un coup, heureusement votre métier vous le connaissez, mais vous allez voir que vous n'êtes plus à attendre le client derrière la porte. Là, vous allez aller le voir. Et là, ça change tout. C'est une autre démarche. Ah ouais. Pour toi, quand tu as eu ton BTS en 2003 et aujourd'hui,
Si on prend l'opticien moyen, est-ce qu'il y a une évolution de l'opticien? Est-ce que tu as l'impression qu'il est moins bon, meilleur, pareil? Je ne saurais pas dire. Je pense qu'il est pareil. Ouais. Je pense qu'il n'a pas du tout évolué en règle générale. Il n'a pas depuis 30 ans, l'opticien standard ça n'a pas bougé. Ouais. Sur un magasin de 10 personnes, même si tu n'es pas concerné, mais pour avoir ton avis, comment tu vois la répartition des effectifs diplômés, non diplômés? Je n'ai pas d'idée comme ça, mais je pense quand même qu'il faut un minima de 50-50 et je pense qu'il faut quand même se rapprocher des 75-80%. Je pense que le métier peut s'apprendre effectivement sur le tas et on a quand j'étais en magasin, j'avais des personnes qui n'étaient pas diplômées qui étaient meilleures que des opticiens diplômés. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, si on veut cadrer un peu les choses et avoir un métier où on redore un peu le blason du métier, il faut quand même un cadre. Donc il faut trouver un juste milieu, mais effectivement après c'est une question de personne aussi. Bien sûr, on va faire un book de best practice. Tu vois, des trucs essentiels pour être un bon opticien. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi pour être un bon opticien? Être à l'écoute. Ah, c'est le seul sujet. Ouais. Il n'y a pas grand chose de plus. Si on vend pour vendre, il faut vendre pour le client, donc il faut juste savoir l'écouter. Est-ce que tu as un avis sur la téléophtalmologie dans des magasins d'optique? Alors là pour le coup je vois moins l'intérêt, on règle aucun problème. Après ça dépend si on parle de téléexpertise ou de téléconsultation. Téléconsultation, tu sais, les bornes qui sont installées dans les magasins. Les délais vont être les mêmes, parce que forcément il y a quand même un ophtalmo. Normalement t'es censé... Et sur le papier, s'il y a un ophtalmo derrière la cabine, si l'ophtalmo t'arrives pas à avoir rendez-vous avec lui, tu l'auras pas derrière la cabine. Donc moi c'est le point qui me paraît particulier. D'où l'avantage de la téléexpertise où on prend de l'information qu'on donne à l'ophtalmo. Donc c'est un peu différent. Mais pour le coup en magasin, je vois pas trop l'intérêt de la téléophtalmologie. Ok. Tu as mis en place des choses dans la démarche RSE? On essaye de travailler des partenariats. Alors nous on fait beaucoup de routes, donc avec des voitures électriques. Ouais. Donc on travaille avec des constructeurs auto. On essaye de proposer de plus en plus aux opticiens des partenariats de cet ordre-là. On travaille des montures françaises ou européennes. On essaie de ne pas partir trop loin. Donc voilà, notre démarche elle est comme ça aujourd'hui. On le fait petit à petit parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a un besoin, une demande et un retour positif quand on fait quelque chose. Il faut qu'on aille vers le client, mais il faut qu'on aille aussi dans le sens de nos opticiens du réseau. Là on en a 50, on a des retours qui sont bons, qui sont moins bons sur ce qu'on met en place, sur ce qu'on fait. Donc ça aussi, il faut qu'on soit à l'écoute de ce qu'ils nous disent. On développe l'enseigne avec eux. On n'est pas là pour... on n'a pas la science infuse, on a des idées à la con, on a des bonnes idées. Oui. Le but c'est d'essayer déjà, mais surtout de le faire avec eux. Ils ont leur mot à dire. Ouais. Bah ça c'est bien parce que c'est plutôt une boîte participative. Oui. Ok, ça c'est cool. Est-ce que tu as un coup de gueule à passer, un truc ça mérite les poils, franchement j'en ai marre de ça. Le coup de gueule principal c'est plus la mentalité des opticiens en règle générale. Les opticiens qui ne sont pas ouverts d'esprit, qui ne sont pas ouverts à faire évoluer les choses, à faire évoluer le métier, c'est ça qui m'agace. Et on voit encore des opticiens qui nous font des réflexions sur notre manière de travailler, sur notre manière de faire les choses. Et quand on creuse un peu, en fait, c'est un opticien qui n'a pas bougé son magasin depuis 40 ans, qui a toujours été en place au même endroit, qui a toujours fait la même chose et qui aujourd'hui perd une clientèle et pour 50 raisons, mais nous on a essayé de s'adapter. Donc on fait des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas on essaie d'être ouvert d'esprit et faire changer le métier. Quelle est ton attente de ce reportage qu'on va faire? Alors déjà, merci de le faire. Moi justement, tu vas le présenter au CIMO, j'attends à ce que les opticiens soient ouverts à ça. Et justement écoutent et se disent « Ah ouais, ok, il se passe ça, ok, je voyais pas les choses comme ça », essayer de prendre un peu conscience de ce qu'est le marché aujourd'hui et de ce que attendent les opticiens. Ça, c'est la première chose. Et surtout que les pouvoirs publics puissent tenir compte de ça. Parce que c'est facile de prendre des décisions quand on n'est jamais sur le terrain. C'est hyper simple. Enfin, moi, je serai là aussi pour filer un coup de main, pour diffuser aussi le message. Et il va falloir vraiment le diffuser, mettre le paquet, quoi. Donc, on peut passer aux questions-réponses. Allez, c'est parti, Gonaël. Tu préfères Ray-Ban ou Persol? Persol. Atelier ou examen de vue? Atelier. Chemise ou polo? Polo. Rof ou Fnofre? Aucun des deux. Montage à chaud ou montage à froid? À froid. Concurrent ou confrère? Confrère. Métal ou acétate? Acétate. Silmo ou Mido? Silmo. Avant le Covid ou après le Covid? Après. Tu préfères avoir -8 ou avoir +8? -8. Cosium ou ProOptique? Cosium. T'as un logiciel pour toi ou c'est un logiciel que... On est en train de le faire là. Ok. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 m² ou à 15 dans 50 m²? À 15 dans 50 m². Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Oh putain. Ah, c'est ni l'un ni l'autre, mais il faut choisir. Le tiers payant. Tu préfères loucher ou diverger? Loucher. Voir double ou voir la moitié des choses? Double. Former ou être formé? Formé. Client ou patient? Patient. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer les plaquettes vertes?
Oh, le tournevis dans le doigt. Et tu préfères liker le road trip de l'optique ou liker le road trip de l'optique? Liker le road trip de l'optique. Très bonne réponse. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci Max. Santé, la tienne. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu.